La maison de Matryona, Alexandre Solzhenitsyn. Au kilomètre 184 de la voie ferrée qui va de Moscou à Mourom et à Kazan, plus de 6 mois après, tous les trains ralentissaient encore presque jusqu'à s'arrêter. Les voyageurs collaient leurs figures aux vitres, sortaient dans les couloirs. Qu'y avait-il encore? Des travaux sur la voie? Une avance sur l'horaire? Non. Une fois dépassé le passage à niveau, les trains reprenaient de la vitesse. Les voyageurs retournaient à leur place. Seuls savaient et se rappelaient les mécaniciens. Et puis moi. 1. L'été 1956, quittant un désert torride et poussiéreux, je rentrais sans destination précise. En Russie, tout simplement. Je n'étais attendu ni invité en aucun point du territoire russe. Mon retour avait traîné 10 bonnes petites années. Je n'avais qu'un désir, m'installer dans la Russie moyenne, loin de la canicule, dans le grondement feuillu de la forêt. Je voulais me glisser et me perdre dans la Russie des profondeurs, si tant est qu'une telle Russie existât, ou vécût quelque part. 1 an plus tôt, de ce côté-ci de l'Oural, j'aurais tout juste pu me faire embaucher comme manœuvre. Un chantier digne de ce nom n'aurait même pas voulu de moi, comme monteur électricien. Moi, j'étais tenté par l'enseignement. On m'avait dit, les gens avertis, que j'en serais pour mes frais de chemin de fer, que mon voyage serait peine perdue. Mais les choses commençaient à bouger. Quand j'eus gravi l'escalier de l'Office régional de l'instruction publique de Vladimir et demandé où était le service du personnel, je vis à mon grand étonnement que l'habituelle porte capitonnée de cuir noir n'abritait plus ces messieurs. Ils étaient exposés derrière une cloison vitrée comme on en voit dans les pharmacies. Timidement, malgré tout, j'approchais, m'inclinais devant le guichet et demandais « Vous n'auriez pas besoin d'un professeur de mathématiques dans un coin écarté loin de la voie ferrée? Je voudrais m'y installer définitivement. » Mes papiers d'identité furent épluchés, lettre après lettre. Il y eut des allées et venues d'une pièce à l'autre, un coup de téléphone. L'étonnement était mutuel, car d'habitude c'était la ville que tout le monde réclamait, et le chef-lieu si possible. De but en blanc, je me retrouvais nanti d'un poste. C'était à Vissokoye-Polier, le Haut-Champ. Rien que ce nom vous réchauffait l'âme. Le nom ne mentait pas. Sur un coteau, entre des vallons, puis d'autres coteaux, cernés de toutes parts par la forêt, avec un étang et une petite digue. Vissokoye-Polier était le lieu même où il doit faire bon vivre et mourir. Je restais longtemps dans un bosquet, assis sur une souche, me disant combien j'aimerais ne plus avoir besoin, chaque jour, de déjeuner et de dîner, qu'il me suffirait de m'installer ici et d'écouter la nuit le bruissement des branches, sur mon toit, sans qu'aucune radio ne trouble le silence, pendant que le monde entier s'est tu. Hélas, Vissokoye-Polier n'avait pas de boulanger, pas le moindre commerce de matières comestibles. Tout le village coltinait sa nourriture par sac depuis le chef-lieu. Je retournai à l'office et implorai le guichet. D'abord, on ne voulut même pas me répondre. Ensuite, pourtant, il y eut de nouvelles allées et venues, un coup de téléphone, des grincements, et pour finir, on tapa sur mon ordre de mission « Torfoprodukt ». Turbo produit. Pauvre Tourguenieff qui ne savait certes pas qu'on pût en russe former un tel mot. À la petite gare de Torfoprodukt, une vieille baraque provisoire en bois noirci, je lus cette inscription sévère. Ne montez dans le train que du côté de la gare. Armé d'un clou, quelqu'un avait complété, et sans billet. Près du guichet, avec le même humour mélancolique, on avait gravé au couteau ces mots définitifs. Pas de billet. Plus tard, j'appréciais le sens exact de ces rajouts. Il était facile d'arriver à Torfoprodukt, mais pas d'en repartir. Ici aussi, naguère, se dressaient de fabuleuses forêts impénétrables, qui n'avaient survécu à la Révolution que pour être ensuite dépecées par les ouvriers de Torfoprodukt et les kolkhosiens voisins. Gorchkov, le président du kolkhoz, avait ainsi nettoyé moult hectares de forêts qui furent écoulés avantageusement dans la région d'Odessa. Son kolkhoz y avait gagné des galons et lui la médaille de héros du travail socialiste. Entre les dépressions des tourbières s'étalait en désordre la bourgade ouvrière où voisinaient les baraquements uniformes, mal crépis des années 30, et les maisonnettes aux façades de bois sculptés, aux vérandas vitrées des années 50. Mais à l'intérieur de ces maisonnettes, pas la moindre cloison montant jusqu'au plafond. Je devais renoncer à l'espoir de louer une chambre entre 4 vrais murs. Au-dessus du village, une cheminée d'usine crachait sa fumée. Une petite voie ferrée coupait la bourgade de part en part, et les locomotives, elles aussi empanachées, passaient avec des sifflements stridents, tirant des trains chargés de tourbes brunâtres, par grandes plaques ou briquettes.
Sans risque d'erreur, je pouvais d'ores et déjà supposer que le soir, au-dessus de la porte du club, vociférerait un haut-parleur, que dans la rue traîneraient des ivrognes et qu'on sortirait les couteaux. Voilà où m'avait conduit mon rêve d'un coin tranquille en terre russe. Le plus fort, c'est que là d'où je venais, j'aurais pu habiter une cabane de pisé, donnant droit sur le désert. Et puis, quel vent frais chaque nuit! Et au-dessus de moi, rien que l'immense voûte étoilée grande ouverte. Je dormis mal sur le banc de la gare, et au petit jour, je décidai de refaire un tour de village. Cette fois, je découvris un minuscule marché. L'heure étant matinale, il ne s'y trouvait qu'une femme, une vendeuse de lait. J'achetai une bouteille que je bus sur place. Le parler de cette femme m'étonna. Il était chantant et caressant, et les mots étaient ceux-là même dont la nostalgie m'avait déterminé à quitter l'Asie. « Bois, bois le content de ton âme. Mais Davy, t'es pas d'ici. Et vous, d'où êtes-vous » demandai-je en retrouvant le sourire. Et j'appris qu'il n'y avait pas que des tourbières alentour, que derrière la voie ferrée, il y avait une butte, et derrière cette butte, un village, que le village s'appelait Talnovo, qu'il avait toujours été là depuis le fond des âges, du temps qu'il y avait des seigneurs et que la maîtresse s'appelait la Tzigane, et que la forêt poussait drues tout autour. Et, plus loin, venaient d'autres villages, Tchalitsi, Ovinci, Spoudni, Chevertni, Chestimorovo, de plus en plus reculés, de plus en plus éloignés de la voie ferrée, en direction des lacs. Ah, quel souffle d'apaisement passa sur mon âme en entendant ces noms-là. Ils me promettaient une Russie du tréfonds, authentique. Et je demandai à ma nouvelle connaissance de me conduire après le marché jusqu'à Tolmovo et d'y chercher avec moi une isba qui pourrait m'accueillir. J'étais un locataire avantageux. En plus de mon salaire, l'école s'engageait à me fournir une charretée de tourbe pour l'hiver. Le visage de la femme devint soucieux. Il ne s'agissait plus d'attendrissement. Elle-même n'avait pas de place. Elle et son mari entretenaient sa vieille mère. Aussi me conduisit-elle chez des parents. À elle, puis chez d'autres. Mais pas plus ici qu'ailleurs je ne trouvais de chambre. Partout c'était trop petit et bruyant. Nous arrivâmes ainsi jusqu'à une minuscule rivière barrée par une digue qui se chauffait au soleil, avec son petit pont. De tout le village, c'était bien l'endroit le plus charmant. 2 ou 3 saules, une petite isba toute de guingois, des canards glissant sur l'eau et des oies qui sortaient sur la berge en s'ébrouant. « Ma foi, il ne reste plus qu'à aller voir chez Matryona, » dit mon guide qui commençait à en avoir assez de moi. « Seulement chez elle, c'est moins bien tenu, elle laisse les choses aller, c'est qu'elle n'a pas sa santé. » La maison de Matryona se trouvait là même à quelques pas. 4 petites fenêtres en ligne tournées du côté froid et austère. Un toit de bardeaux à double pan et une petite fenêtre de grenier dont l'encadrement de bois était ajouté à l'ancienne. La maison n'était point basse. Je comptais 18 rangées de grondins superposés. Toutefois, les lattes du toit pourrissaient et les rondins des murs étaient gris de vieillesse. Gris aussi le portail, naguère imposant, et des planches manquaient à son auvent. La barrière était fermée, mais au lieu d'y taper, la femme glissa le bras dessous et poussa un taquet. Innocente astuce pour décourager le bétail ou les inconnus. Le toit de la maison n'annexait point la petite cour, comme il arrive souvent, mais à l'intérieur des murs, il abritait de nombreuses pièces. La porte d'entrée franchie, des marches s'élevaient jusqu'à un spacieux couloir bénéficiant de toute la hauteur de la maison. À gauche, d'autres marches montaient à une chambre d'apparat, charpente distincte de l'isba proprement dite et non chauffée, et de ce même côté, quelques marches descendaient à un cellier aménagé sous le plancher. À droite s'ouvrait l'isba proprement dite, avec son grenier et son propre sous-sol. C'était une vieille et bonne construction, prévue pour une grande famille, et qu'habitait maintenant une femme seule, la soixantaine. Quand j'entrai dans l'isba, elle était couchée sur le poêle russe, tout près de l'entrée, recouverte d'un amas sombre et indistinct de hardes, ces hardes qui ont tant de prix dans une vie de travailleur. La vaste pièce, principalement dans sa partie la meilleure, face aux fenêtres, était envahie de ficus. Ici en pot, là en baquet, posés sur des tabourets ou sur des banquettes. Ils remplissaient la solitude de la maîtresse des lieux, de leur foule muette mais vivante. Ils proliféraient en toute liberté, raclant la chiche lumière du côté nord. Dans ce qui restait de lumière, à moitié caché de surcroît par le conduit de cheminée, le visage arrondi de Matryona me parut jaune, maladif, et ses yeux comme voilés disaient d'eux-mêmes que la maladie la minait. Nous parlementâmes ainsi. Elle, là-haut, couchée à plat ventre, sans oreiller, la tête tournée vers la porte, et moi, debout en bas. Elle ne manifesta aucune joie à l'idée d'avoir un locataire, se plaignit d'un mal obscur, dit qu'elle sortait justement d'un accès de ce mal. Ça la prenait une fois tous les mois ou tous les 2 mois, mais une fois sur elle, il m'y tient 2 jours, 3 jours,
Ça fait que je pourrais ni me lever ni vous faire à manger. Autrement, la place, je la plains pas, il y en aurait bien. » Et elle m'énuméra les autres maisons où ce serait pour moi plus confortable et plus agréable de loger, et elle m'invitait à en faire le tour. Mais je voyais bien que le sort en était jeté. C'est ici que je m'installerais, dans cet isba chichement éclairé avec son miroir terni et où il était hors de question qu'on se regardât, avec ces deux affiches bariolées d'un rouble vantant le commerce du livre et des récoltes, mises au mur pour faire joli. Ce qu'il y avait de bien pour moi ici, c'est que trop pauvre, Matryona n'avait pas de radio, et que vivant seule, elle n'avait personne à qui parler. Et bien que Matryona me contraignît à courir encore le village, et qu'à ma deuxième venue elle résista encore longuement, quand on n'est pas capable, qu'on ne sait pas cuisiner, on ne peut pas contenter les gens. Elle m'accueillit cette fois sur ses deux jambes, et je crus même voir de la satisfaction s'allumer dans ses yeux quand je réapparus. Nous nous mîmes d'accord sur le prix et sur la tourbe que l'école livrerait. Plus tard seulement j'appris que depuis de nombreuses années, Matryona n'avait reçu, d'où que ce fût, le moindre rouble, parce qu'on ne lui payait point de pension. Sa famille l'aidait peu, et au kolkhoz, son travail ne lui valait point d'argent, mais des bâtonnets, les bâtonnets des jours travail qu'alignait le vérificateur dans son livret de travail tout graisseux. Et c'est ainsi que je m'installai chez Matryona. La pièce, nous n'eûmes même pas à la partager. Son lit à elle était dans le coin de la porte près du poêle. Je déployai le mien, un lit pliant, près d'une fenêtre. Je déplaçai les chers ficus de Matryona et poussai une table devant une autre fenêtre. Le village, heureusement, avait l'électricité. Dans les années 20, la ligne avait été prolongée depuis Chatoura jusqu'ici. Les lampes d'Ilitch, lisait-on dans les gazettes d'alors. Quant aux paysans, écarquillant les yeux, ils disaient « le tsar feu ». Sans doute pour qui dans le village était un peu mieux nanti, la maison de Matryona pouvait ne pas sembler hospitalière. Elle nous donna pourtant à tous deux cet automne et cet hiver-là satisfaction entière. La pluie n'y entrait pas encore. Par temps de bise, la chaleur du poêle ne s'en allait pas d'un coup. Elle ne cédait qu'au petit matin, en particulier quand le vent soufflait du côté qui était en mauvais état. En plus de Matryona et de moi, la maison avait d'autres habitants. Un chat, des souris et des cafards. Le chat était vieux et surtout il était éclopé. Matryona l'avait recueilli par pitié et il avait adopté la maison. Bien qu'il marchât sur ses quatre pattes, il claudiquait fortement, soucieux qu'il était de préserver une de ses pattes, la malade. Quand il sautait du poêle sur le plancher, ce n'était pas avec le bruit feutré, propre à tous les chats, on entendait le heurt simultané de trois pattes. Toup! Et ce heurt était si fort que je mis du temps à m'habituer, et chaque fois je sursautais. C'était le chat qui atterrissait sur trois pattes pour mieux préserver la quatrième. Si la maison était pleine de souris, ce n'est pas que le chat n'en fût point maître. Comme l'éclair, il leur sautait dessus, dans le coin du mur, ou les emportait entre ses dents. Non, les souris étaient inaccessibles au chat parce que quelqu'un, naguère, en des temps meilleurs, avait tapissé la maison de Matryona d'un papier peint gaufré verdâtre. Et une couche n'avait pas suffi, on en avait mis 5. Bien collées entre elles, elles étaient en beaucoup d'endroits détachées du mur et faisaient à l'isba une sorte de peau interne. Entre les rondins des murs et cette peau de papier, les souris s'étaient fait des couloirs, et on les entendait cavalcader effrontément jusque sous le plafond. D'un regard réprobateur, le chat suivait leur sarabande, mais il n'y pouvait rien. Parfois, le chat mangeait aussi des cafards, mais cela le mettait mal à l'aise. La seule chose que les cafards respectassent, c'était la ligne marquée par la cloison qui séparait la souillarde, où donnait la bouche du poêle, de la partie habitée de l'isba. Dans la pièce, ils ne pénétraient pas. En revanche, la nuit, dans la souillarde, ils pullulaient. Et si, tard dans la nuit, entrant boire de l'eau, j'allumais la lampe, le sol tout entier, le grand banc et même le mur formaient quasiment une même tache brune et grouillante. À plusieurs reprises, j'apportais du labo de chimie, du borax, que nous mélangeâmes à de la pâte, et avec ce mélange nous les empoisonnâmes. Leur nombre diminua, mais Matryona craignait pour son chat. Nous cessâmes de déposer du poison, et les cafards foisonnèrent de rechef. Pendant la nuit, quand Matryona dormait et que je travaillais, assis à ma table, le galop bref et intermittent des souris était couvert par le bruissement uniforme, fondu, incessant comme la rumeur de l'océan, des cafards derrière la cloison. Mais je me fiai à ce bruit car il n'y avait rien en lui qui fût malice ou mensonge. Le bruissement, c'était leur vie à eux. Je me fie également à la fille accorte de l'affiche qui depuis le mur me tendait obstinément Bielinski, Pamfiorov et une pile d'autres livres encore. Son grand mérite était de garder bouche cousue. Je me fie d'ailleurs à tout ce qu'il y avait dans la maison de Matryona. Matryona se levait à 4 ou 5 heures du matin. Depuis qu'elle l'avait acheté, voici 27 ans de cela, à la coopérative, sa pendule avait toujours avancé. Matryona ne s'en inquiétait pas, pourvu qu'elle ne retardait point.
Elle était sûre de ne pas prendre du retard le matin. Elle allumait la lampe derrière la cloison de la cuisine et, doucement, avec force ménagement, s'appliquant à ne point faire de bruit, elle mettait le poêle en marche, puis s'en allait traire sa chèvre. Pour tout bétail, elle avait cette unique chèvre, d'un blanc pisseux aux cornes de travers. Elle allait chercher de l'eau et mettait au feu 3 petits faitous, l'un pour moi, l'autre pour elle, le troisième pour la chèvre. Pour la chèvre, elle prenait dans le sous-sol des pommes de terre toutes petites, pour elle des petites, et pour moi de la taille d'un œuf de poule. Quant aux grosses pommes de terre, son potager sablonneux, où l'on n'avait pas mis d'engrais depuis avant la guerre, et où elle replantait chaque année les mêmes patates, n'en donnait plus depuis belle lurette. Je ne percevais presque rien de ces allées et venues matinales. Je dormais longtemps et me réveillais à la tardive lumière de l'hiver. Je m'étirais et glissais le nez de dessous ma couverture et ma pelisse. Cette couverture et cette pelisse, plus ma veste ouatée du camp sur mes pieds, et, sous mon dos, une paillasse, me conservaient au chaud même les nuits où le froid vif, venu du nord, se jetait à l'assaut de nos chétifs croisés. Entendant derrière la cloison des frôlements discrets, je disais chaque matin, mesurant ma voix, « Bonjour, Matriona Vassilievna » et, chaque fois, de derrière la cloison me parvenaient les mêmes paroles bienveillantes. Ça commençait par une sorte de marmonnement modulé sur une note chaude et basse, comme font les grands-mères des contes. Bonjour à vous de même. Et, peu après, il y a votre déjeuner qui est juste à point. Ce qu'il y avait au déjeuner, elle ne l'annonçait pas. Du reste, ce n'était pas difficile à deviner. Des pommes de terre à la pelure, ou une soupe de patates, une soupe entartrée, comme tout le monde disait ici, ou une bouillie d'orge. Impossible cette année-là d'acheter un autre gruau à Torfoproduct, et même celui-là, on l'obtenait de haute lutte. Comme c'était la farine la moins chère, on engraissait les porcs avec, et elle partait par sacs entiers. Ce n'était pas toujours très bien salé, ça avait souvent un peu attaché, et ça laissait, le repas fini, un dépôt sur le palais et les gencives, provoquant des brûlures. Mais ce n'était pas la faute de Matriona. Le beurre n'existait pas davantage à Torfoproduct. La margarine, on se l'arrachait. Et seul était accessible un mélange de graisse de basse qualité. Par ailleurs, le poêle russe, comme j'ai pu l'observer, n'est pas commode pour cuisiner. La cuisine se fait loin de l'œil de la cuisinière et la chaleur est irrégulière. Mais si le poêle russe est parvenu du lointain âge de pierre jusqu'à nos ancêtres, c'est pour la bonne raison que, mis en marche une fois pour toutes, au petit matin, il garde toute la journée à la bonne température la pâtée des bêtes et la nourriture de l'homme. Et, de surcroît, on y dort au chaud. Docilement, j'avalais tout ce qui m'avait été préparé et poussais patiemment sur le côté toutes les incongruités. Cheveux, petits fragments de tourbe, pattes de cafard, je n'avais pas le courage de faire des reproches à Matriona. Ne m'avait-elle pas elle-même prévenu, quand on n'est pas capable, qu'on ne sait pas cuisiner, on ne peut pas faire des heureux. Bien le merci, disais-je le plus sincèrement du monde. De quoi? De ce qui vous revient? C'était dit avec un lumineux sourire qui me désarmait. Puis, ses yeux délavés me regardaient sans malice, elle demandait « Et pour tantôt, qu'est-ce qui vous dirait ?» Pour tantôt, cela voulait dire pour le soir. Je mangeais 2 fois par jour, comme au front. Que pouvais-je commander pour tantôt? La même chose, toujours, patates ou soupe entartrée. Je ne maugréais pas, car la vie m'avait appris à ne point trouver dans la nourriture le sens de l'existence quotidienne. J'accordais plus de prix au sourire de ce visage rond que vainement je cherchais à fixer sur la pellicule. Je m'étais enfin payé un appareil photo. Voyant sur elle l'œil froid de l'objectif, Matriona prenait un air contraint ou outrageusement sévère. Une seule fois je réussis à la prendre pendant qu'elle regardait en souriant par la fenêtre quelque chose dans la rue. Cet automne-là, Matriona connut bien des tribulations. Une nouvelle loi sur les pensions était sortie peu avant, et ses voisines lui avaient mis en tête d'essayer d'en obtenir une. Elle était complètement seule, et depuis qu'elle avait commencé à être sérieusement malade, elle s'était fait renvoyer aussi du kolkhoz. Que d'injustice additionnée dans le cas de Matriona. Elle était malade, mais n'avait point droit à une pension d'invalidité. Pendant un quart de siècle, elle avait trimé au kolkhoz. Mais comme ce n'était pas en usine, elle n'avait droit à aucune pension pour elle-même. Elle pouvait tout juste prétendre à une pension du fait de son mari. Plus exactement, du fait de la perte du chef de famille. Mais son mari était mort depuis 15 ans, au début de la guerre, et ce n'était pas facile aujourd'hui de se faire délivrer les attestations de travail aux différents endroits où il avait travaillé, et de savoir combien il avait gagné. Que de démarches pour obtenir ces pièces,
et qu'on inscrivit bien tout ce que son mari gagnait par mois, même si ça faisait moins de 300 roubles, pour faire valider l'attestation qu'elle vivait seule et ne recevait d'aide de personne, et puis encore de quelle année elle était, et après quoi il fallait apporter tout cela à la Sécu, et le rapporter en corrigeant ce qui n'allait pas, et le rapporter encore, et enfin venir voir si tout cela avait servi à quelque chose. Ces démarches étaient d'autant plus pénibles que la sécurité sociale était à 20 kilomètres à l'est de Talnovo, le soviet du bourg à 10 kilomètres à l'ouest et celui du lotissement ouvrier au nord, à 1 heure de marche. On se la renvoya de bureau en bureau durant 2 mois, pour des broutilles, tantôt pour une virgule, tantôt pour un point. Chaque fois c'était l'affaire d'une journée. La voilà partie pour le soviet du bourg, mais le secrétaire est absent aujourd'hui. Absent comme ça, tout simplement, comme cela arrive dans les bourgs. Alors, revenez demain. Le lendemain, le secrétaire est là, mais c'est le tampon qui manque. Il faut revenir une 3e fois. Et puis une 4e parce qu'ils n'ont pas signé le bon papier. Leur faudrait des lunettes. Matriona a épinglé tous ses papiers en une seule liasse. Il m'use, Ignatitch, se plaignait-elle à moi après ses 20 déplacements. J'en puis plus. Mais son front ne restait pas longtemps rembruni. J'avais remarqué qu'elle avait un moyen sûr de retrouver sa bonne humeur, le travail. Immédiatement, elle s'emparait d'une bêche et arrachait les pommes de terre. Ou bien, un sac sous le bras, elle partait chercher de la tourbe. Ou encore, munie d'un panier tressé, elle allait cueillir des baies dans la forêt lointaine. Une courbette par-ci, une courbette par-là. Non devant les guichets, mais devant les buissons des bois. Puis, les reins cassés par son fardeau, Matriona rentrait, rassérénée, contente de tout, avec son bon sourire. Maintenant j'ai vu, Ignatitch, je sais où en trouver, disait-elle à propos de la tourbe. Un endroit, je te dis que ça, une vraie noce. Mais, Matriona Vassilievna, est-ce que ma tourbe à moi ne suffit pas? Une pleine charretée. Pah, ta tourbe. Encore 2 fois comme ça, et alors seulement ça pourrait faire. L'hiver ici, quand il y a la hurle, plein les fenêtres, tu n'as pas plutôt mis une briquette dans le poêle qu'elle est déjà brûlée. L'année dernière, on en a tant ramené de cette tourbe. Tu ne me crois pas capable d'en ramener 3 voiturées ces jours? Seulement voilà, on se fait prendre. Il y a déjà une femme du village qui est en procès. Oui, c'était la vérité. Déjà tourbillonnait le souffle inquiétant de l'hiver et les gens éprouvaient un pincement au cœur. Tout alentour s'étendaient des forêts, mais on ne pouvait prendre de bois nulle part. De tous côtés, dans les marais, rugissaient les bulldozers, mais la tourbe n'était pas vendue aux gens d'ici. On en distribuait aux autorités et à leurs protégés. De plus, instituteurs, médecins et ouvriers de l'usine en recevaient chacun une voiturée. Le combustible n'était pas prévu et en réclamer eût été déplacé. Le président du kolkhoz faisait son tour de village, fixait sur vous un regard impérieux ou nébuleux ou bonhomme et parlait de tout sauf de chauffage, parce que lui était paré et que l'hiver ça ne comptait pas. Ma foi, avant on volait le bois du Seigneur, maintenant on chapardait la tourbe de l'État. Les femmes se mettaient à 5 ou 10 pour se donner du courage. Elles opéraient de jour. En un été, il s'extrait beaucoup de tourbe. Elle est empilée un peu partout. La tourbe a ceci de bon qu'une fois extraite, impossible de l'emporter de suite. Elle sèche jusqu'à l'automne, voire jusqu'à la neige, si la route d'automne est impraticable ou qu'à la direction des tourbières on a laissé traîner les choses. C'est ce laps de temps-là que les femmes mettaient à profit. En une fois, elles transportaient dans leur sac 6 briques de tourbe, si celles-ci étaient humides, une dizaine si elles étaient sèches. Un sac comme ça, porté parfois sur 3 kilomètres, il pesait quelques 35 kilos, suffisait à garnir le poêle pour une journée. Des journées en hiver, il y en a 200. De plus, il faut allumer le matin le poêle russe et le soir le petit poêle, le hollandais. On peut nous bailler toutes les sornettes qu'on veut, disait Matriona en s'en prenant à quelqu'un d'invisible. Mais depuis qu'il n'y a plus de chevaux, faut tout transbahuter sur son dos. Sinon, fais-en ton deuil. Toute l'année j'ai mon dos à vif. L'hiver, faut tirer la luge. Il faut porter les fagots. Foi de Matriona. Les femmes ne se bornaient pas à un voyage par jour. Ces bons jours, Matriona rapportait jusqu'à 6 sacs remplis de tourbe. Alors qu'elle avait rangé la mienne bien en vue, elle cachait la sienne sous le plancher de l'entrée et chaque soir barricadait l'accès avec une planche. « Ils trouveront jamais ces Judas, disait-elle avec le sourire tout en balayant la sueur de son front. Jamais de leur vie ils ne pourront la dénicher. Que pouvait faire la direction? On ne lui octroyait pas suffisamment de personnel pour qu'elle installât des gardes dans tous les marais. Force lui était sans doute, après avoir indiqué dans ses bilans un abondant rendement, de diminuer ses chiffres en alléguant l'effritement de la tourbe, les pluies. Parfois, ça lui prenait d'envoyer une patrouille. Celle-ci tentait d'attraper les femmes à l'entrée du village. Les femmes jetaient leurs sacs et se sauvaient à toutes jambes.
Parfois, suite à une dénonciation, la police perquisitionnait dans les maisons. On dressait procès-verbal pour détention illégale de tourbes et on menaçait de procès. Les femmes cessaient pour un temps leurs allées et venues, mais l'hiver menaçant, les boutaient bientôt dehors, avec leur luge pendant la nuit. D'une manière générale, je remarquais, observant Matryona, qu'outre la cuisine et les travaux domestiques, était prévue pour chaque journée quelque autre tâche non moins importante. L'ordre logique de ces tâches était inscrit dans sa tête, et, se réveillant le matin, elle savait toujours à quoi sa journée serait employée. Outre la tourbe, outre le ramassage des vieilles souches retournées par les tracteurs dans les marais, outre les érelles qu'elle conservait pour l'hiver dans de grands bocaux de 3 litres, « Affûte tes dents, Ignatitch » disait-elle en me les servant fièrement. Outre l'arrachage des pommes de terre et la course tous azimuts pour son affaire de pension, il lui fallait encore trouver du foin pour son unique chèvre à la robe pisseuse. « Dites-moi, Matryona Vassilievna, pourquoi n'avez-vous pas de vache ?»« Eh, Ignatitch » expliquait-elle, tournée vers ma table, en tablier sale, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « Le lait de ma chèvre me suffit bien. Si j'ai une vache, c'est elle qui me dévorera toute bon. Près de la voie ferrée, on n'a pas le droit de faucher, c'est au chemin de fer. Dans le bois, pas d'avantage, c'est la propriété des eaux et forêts. Dans le kolkhoz, on ne m'y autorise point. Tu n'es plus du kolkhoz, qu'ils disent. D'ailleurs, elles, les kolkhoziennes, jusqu'aux premières mouches blanches, faut tout rapporter au kolkhoz. Tout, je vous dis. Quand elles ont le droit de penser à elles, la neige est déjà dessus. Ce n'est plus de l'herbe. Dans le temps passé, le meilleur moment pour rentrer les foins, c'était la mi-été, de la Saint-Pierre à la Saint-Élie. Cette herbe-là, qu'on disait, c'était du miel. Ainsi donc, ramasser de l'herbe pour son unique petite chèvre n'était point pour Matryona mince besogne. Tôt le matin, elle prenait un sac et une faucille, et s'en allait aux endroits où elle avait repéré de l'herbe à couper. Lisière des champs, bas-côté de la route, îlot dans le marais. Son sac bien bourré, elle rapportait sur son dos cette lourde herbe fraîche et dans la petite cour, l'étalait par terre en une couche compacte. Un plein sac d'herbe, une fois celle-ci séchée, lui donnait une fourchée de foin. Le nouveau président du kolkhoz, là depuis peu, envoyé de la ville, avait pour première mesure réduit tous les potagers des invalides. 15 ans de sable, c'était tout ce qu'on avait laissé à Matryona. 10 autres étaient là, à l'abandon, derrière la palissade. Du reste, 15 malheureux arts, cela suffisait pour que le kolkhoz affirmât ses droits sur Matryona. Quand on manquait de main, quand les femmes refusaient par trop obstinément le travail, la femme du président du kolkhoz venait voir Matryona. Elle était de la ville, elle aussi, décidée, presque une soldate avec sa courte pelisse grise et son œil implacable. Elle entrait dans l'isba et sans dire bonjour, regardait sévèrement Matryona. Matryona ne savait plus où se fourrer. « Bien, disait-elle d'une voix nette. Camarade Grigorieva, il va falloir aider le kolkhoz. Il va falloir demain aller décharger le fumier. » Le visage de Matryona se fronçait en un demi-sourire d'excuse, comme si elle avait honte pour la femme du président que celle-ci ne pût lui payer son travail. « Ma foi, répondait-elle, traînant les mots, je suis malade, comme vous savez, et je ne suis plus associée à votre affaire. » Et vite, rattrapant sa phrase, elle ajoutait « À quelle heure faut-il venir donc ?»« N'oublie pas ta fourche, lançait doctoralement la visiteuse avant de disparaître dans un froufrou de jupe roide. Faut voir ça, maugréait Matryona, l'autre à peine sorti. N'oublie pas ta fourche. Ils n'ont rien au kolkhoz, ni fourche, ni pelle. Y a pas d'homme ici. Alors, qu'est-ce qu'il l'emmènera, ma fourche? Et de méditer ensuite là-dessus toute la soirée. On peut dire ce qu'on veut, Ignatitch, mais ça n'a ni rime ni raison un travail pareil. Tu t'appuies sur ta pelle et tu attends la sirène des 12 heures à la fabrique, avec, en plus, les femmes qui commencent à se chamailler en faisant le compte de celles qui sont venues et de celles qui sont restées chez elles. Dans le temps, quand on travaillait pour soi, tu n'aurais pas entendu un seul son, rien que des « Oi là, oi là, oi là là !»« Tiens, le repas qui est arrivé, tiens, le soir qui est tombé !» Néanmoins, de bon matin, elle prenait sa fourche et s'en allait. Mais il n'y avait pas que le kolkhoz. N'importe quelle lointaine parente ou simplement quelques voisines pouvaient venir la veille au soir et dire à Matryona « Demain, Matryona, tu viendras me donner la main, on finira d'arracher mes patates. » Et Matryona ne pouvait refuser. Elle laissait là l'ordre prévu de ses tâches, allait aider sa voisine et disait encore, en revenant, dans une ombre d'envie « Ah, Ignatitch, quelle pomme de terre est là! On en arracherait par plaisir. Je serais bien resté, je vous jure. » À ce compte-là, bien entendu, point de bêchage des potagers sans Matryona. Les femmes de Talnovo avaient calculé avec précision que bêcher son jardin toute seule était plus pénible et plus long que de prendre une charrue, de s'y atteler à 6 femmes et de labourer ainsi 6 potagers. Alors, qui appelait-on à l'aide? Matryona. « Dites-moi, vous l'avez payé ?» demandai-je à l'occasion.
Elle ne veut pas d'argent, faut se battre avec elle pour qu'elle accepte. » D'autres grands tracas incombaient à Matryona quand venait son tour de nourrir les 2 chevriers. L'un, un costaud sourd et muet, l'autre, un gamin avec aux dents un éternel mégot souillé de salive. Ce tour ne revenait que toutes les 6 semaines, mais il entraînait Matryona dans de grandes dépenses. Elle allait à la coopérative, achetait des conserves de poisson, obtenait à grand-peine sucre, beurre, toutes choses qu'elle ne mangeait pas elle-même. En fait, il y avait rivalité parmi les ménagères. C'était à qui entretiendrait le plus grassement les 2 pâtres. « Gare aux tailleurs et aux chevriers, m'expliquait-elle. Tu seras mal vu de tout le village si tu leur manques en quoi que ce soit. » Dans cette vie, épaisse de soucis, surgissait encore par intervalles un mal épuisant. Matryona s'écroulait sur son lit et restait 2 à 4 jours couchée à plat ventre. Elle ne se plaignait pas, ne geignait pas, mais ne bougeait quasiment plus. Ces jours-là, Matcha, une proche amie de Matryona depuis leurs plus tendres années, venait s'occuper de la chèvre et charger le poil. Matryona, elle, ne buvait pas, ne mangeait pas et ne réclamait rien. Faire venir la doctoresse du dispensaire eût été à Talnovo chose inouïe et presque inconvenante vis-à-vis des voisins. Une vraie dame qu'elle se croit. On l'appela une fois. Arrivée d'une humeur de dogue, elle dit à Matryona de venir au dispensaire elle-même, quand elle serait sur pied. Matryona s'y rendit à contre-cœur, on lui fit des analyses, on les envoya à l'hôpital du district, et puis les choses en restèrent là. La besogne était là, qui invitait à vivre. Bientôt Matryona recommençait à se lever. D'abord, elle se déplaçait lentement, puis sa vivacité lui revenait. « Tu m'aurais seulement vu avant, Ignatitch, disait-elle en manière d'excuse. J'enlevais les sacs comme les fleurs. 80 kilos, ça ne me faisait pas peur. Mon beau-père criait « Matryona, tu vas te rompre l'échine !» Mon beau-frère n'avait pas besoin de venir m'aider à poser l'extrémité de mon tronc sur l'avant du chariot. Un cheval de l'armée que nous avions. Voltchok, une solide bête. De l'armée? Pourquoi? Le nôtre, on nous l'avait pris pour la guerre, en échange de celui-là qui était un peu amoché. Une bête fantasque. Une fois, sous le coup de la peur, il a entraîné le traîneau dans le lac. Les hommes ont sauté et c'est moi, je ne vous mens pas, qui l'ai saisi par la bride et qui l'ai arrêté. Il était nourri à l'avoine. C'est que le paysan aimait à nourrir les chevaux. Seulement, cheval nourri d'avoine n'aime pas trop sa charge. Matryona n'était pas toujours intrépide. Elle avait peur des incendies, des éclairs et plus encore, Dieu sait pourquoi, des trains. Quand je dois prendre le train pour Tcherousti et que je le vois qui débouche du côté de Netchaïevska avec ses gros yeux écarquillés comme des soucoupes et les rails qui grondent, j'en ai la suée et mes genoux s'entrechoquent. Je vous mens pas, disait Matryona, elle-même étonnée en haussant les épaules. C'est peut-être parce qu'on ne délivre pas de billets, Matryona Vassilievna. Au guichet, rien que des premières qu'ils donnent. Et voilà le train qui démarre. Nous, on se précipite à droite, à gauche. Rendez-vous compte. Les hommes, eux, grimpent sur le toit par une petite échelle. Nous, on trouve enfin une porte de wagon ouverte et on se rue dedans. Comme ça, sans billets. Et ces wagons-là, je peux vous dire, ils sont tous vides. Tous, avec de la place, en veux-tu, en voilà. Pourquoi qu'ils donnaient pas de billets, ces bons à rien sans cœur? Je le sais pas. Cet hiver-là, pourtant, la vie sourit à Matryona comme jamais. Finalement, une pension lui fut accordée, 80 roubles environ, auxquels s'ajoutaient les 100 et quelques qu'elle recevait de l'école et de moi. Mince alors, c'est la belle vie qui commence pour la Matryona, murmuraient déjà quelques envieuses. Voilà qu'elle a plus d'argent quand elle est vieille et qu'elle ne sait qu'en faire. Bah, une pension, qu'est-ce que c'est, leur rétorquait-on. Le gouvernement, ça change de minute en minute. Ce qu'il donne aujourd'hui, il le reprend demain. Matryona se commanda de nouvelles bottes de feutre, acheta une camisole neuve et se fit faire un manteau dans une vieille capote d'uniforme que lui avait donné un mécanicien de Tcherousti, le mari de son ancienne pupille, Kira. Le tailleur bossu du village doubla le drap d'ouate et il en résulta le plus solide manteau qu'eût jamais eu Matryona en 60 ans d'existence. Et, dans le milieu de l'hiver, Matryona cousu dans la doublure de ce manteau 200 roubles pour son enterrement. Cela lui ôta un poids. Maintenant, je peux dormir fin tranquille, Ignatitch. Décembre, janvier passèrent sans que la maladie vînt la visiter. Matryona allait plus souvent les soirs faire la veillée chez Matcha et grignoter des graines de tournesol. Chez elle, respectant mon travail, elle n'invitait personne le soir, sauf à l'épiphanie, où, rentrant de l'école, je trouvais Lisba pleine de danse et fis connaissance des 3 sœurs de Matryona. Elles appelaient Matryona leur aînée, marraine ou nourrice. Jusqu'à ce jour, elles n'avaient guère montré leur nez dans notre isba. Craignaient-elles que Matryona ne leur demandât de l'aide? Un seul événement, était-ce un présage, assombrit pour Matryona cette fête. Elle s'était rendue à l'église à 5 verstes de là.
pour la bénédiction de l'eau et elle avait posé son bidon parmi les autres. La cérémonie terminée, les femmes se ruèrent en se bousculant pour reprendre chacune leurs biens, et Matryona, arrivée dans les dernières, ne retrouva pas son bidon. Et, à sa place, aucun autre récipient n'avait été laissé. Il s'était volatilisé comme par enchantement. Matryona avait cherché parmi les femmes en prière. « Femme, quelqu'une n'aurait pas pris par mégarde de l'eau bénite qui ne lui appartenait pas, dans un bidon ?» Personne n'avait avoué. Ce sont des tours qu'aimaient à jouer les gamins et les gamines. Il y en avait. Matryona revint chez elle toute triste. Jamais sa maison n'avait manqué d'eau bénite, tandis que cette année, je ne dirais pas toutefois que Matryona fut ardemment croyante. Elle était même plutôt païenne. C'étaient les superstitions qui l'emportaient. À la Saint-Jean, interdit d'aller au potager, sinon l'année suivante, point de récolte. Si la tempête fait tournoyer la neige, quelqu'un s'est pendu. Si on se prend le pied dans la porte, il faut s'attendre à une visite. Aussi longtemps que je vécus chez elle, je ne la vis jamais prier. Pas une fois elle ne fit le signe de la croix, mais elle n'entreprenait jamais rien sans s'en remettre à Dieu. Dieu nous aide, et me saluait des mêmes mots chaque fois que je partais à l'école. Peut-être priait-elle aussi, mais sans le montrer, intimidée par ma présence ou craignant de me gêner. Il y avait un coin sacré dans la grande pièce et dans la cuisine une petite icône de Saint-Nicolas. Les jours ordinaires, il n'était pas éclairé, mais pendant les vêpres du samedi soir et les jours de fête, pendant toute la journée, Matryona allumait devant eux la veilleuse. Quant au péché, elle en avait moins sur la conscience que son éclopé de chat. Lui, il égorgeait des souris. Affranchie de sa chienne de vie, Matryona commença à écouter plus attentivement ma radio. Je n'avais pas manqué de m'installer un espionneur, comme disait Matryona de ma prise de courant. Avec mon petit récepteur, la radio n'était plus un fléau, car je pouvais, de ma propre main, le fermer à la minute voulue. Mais effectivement, pour moi, perdu dans mon isba, il faisait fonction d'espionneur. Cette année-là, l'usage était instauré d'accueillir chaque semaine 2 à 3 délégations étrangères qu'on accompagnait et promenait dans de nombreuses villes en réunissant des meetings, et la journée ne s'écoulait pas sans que les communiqués à la radio annonçassent avec gravité force banquets, dîners et déjeuners. Matryona fronçait le sourcil avec un soupir désapprobateur. « Tous ces voyages, ça finira mal !» Entendant parler de l'invention de machines nouvelles, elle grommelait dans sa cuisine. « Du neuf, toujours du neuf, les vieilles machines, on n'en veut plus. Où c'est qu'on les mettra alors ?» Cette année-là, également, on nous promit des satellites artificiels. Du haut du poil, Matryona hochait la tête. « Oh là là, pauvre de moi, ils s'en vont nous détraquer nos saisons, l'hiver ou bien l'été. » Souvent, Chaliapine interprétait des chansons russes. Matryona l'écoutait immobile. Pour finir, elle décréta péremptoirement. « Il chante drôlement, pas comme nous faisons. »« Ça, vous m'étonnez, Matryona Vassilievna. Écoutez bien. » Elle écouta encore, puis dit, pinçant les lèvres. « Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas notre façon. Et puis il fait des manières avec sa voix. » Pourtant, Matryona sut aussi me récompenser. On donnait un jour un concert de romances de Glinka. Et, soudain, après 5 romances, Matryona, les mains pressant son tablier, surgit de derrière la cloison, toute chavirée, les yeux délavés voilés de larmes. « Ça au moins, c'est de chez nous !» murmura-t-elle. 2. Ainsi vivions-nous simplement, Matryona et moi, habitués que nous étions elle à moi et moi à elle. Elle n'interrompait point mes longues soirées studieuses, elle ne m'importunait d'aucune question. Elle était à ce point dépourvue de curiosité féminine, ou à ce point délicate, que pas une fois elle ne me demanda si j'avais été marié. Toutes les femmes de Talnovo la pressaient de questions à mon sujet. Elle leur répondait « Si vous avez besoin, posez vos questions vous-même. Je sais une seule chose, il n'est point d'ici. » Et lorsque de moi-même plus tard je lui dis avoir passé de nombreuses années en prison, elle se borna à hocher la tête en silence, comme si elle s'en était toujours doutée. Pour moi, de même, seule existait la Matryona d'aujourd'hui. Une vieille femme à la dérive, et moi aussi je me gardais de fouiller dans son passé. Je ne soupçonnais point du reste qu'il renfermât quelques secrets. Je savais que Matryona s'était mariée avant la Révolution, et que, sitôt mariée, elle était entrée sous ce toit où je vivais maintenant avec elle, et qu'aussitôt elle avait pris la maisonnée en charge. Il n'y avait dans sa nouvelle famille ni belle-mère ni belle-sœur aînée célibataire, si bien que dès le lendemain de ses noces, Matryona dut elle-même manœuvrer les pots dans le four. Je savais qu'elle avait eu 6 enfants, qui tous étaient morts très tôt, de sorte qu'elle n'en avait jamais eu 2 de vivants en même temps. Ensuite, elle avait eu une pupille, une certaine Kira.
Pour ce qui est de son mari, il n'était pas revenu de la dernière guerre, et elle n'avait pas eu non plus d'avis de décès. Ceux du village qui servaient dans sa compagnie avaient dit qu'il avait été ou fait prisonnier ou tué. Toujours est-il que son corps ne fut jamais retrouvé. Durant les 11 années d'après-guerre, Matryona s'était elle-même convaincue qu'il était mort, et elle avait bien fait. À supposer qu'il fût encore vivant, il devait être marié quelque part au Brésil ou en Australie. Et le village de Talnovo, ainsi que la langue russe, étaient en train de s'effacer de sa mémoire. Un jour, revenant de l'école, je trouvai dans notre isba un hôte, un grand vieillard noir de poils, son bonnet posé sur les genoux, était assis sur une chaise que Matryona avait avancée pour lui au milieu de la pièce, près du poêle hollandais. Un poil dru et noir mêlé de quelques rares fils d'argent lui mangeait le visage. Avec son abondante barbe noire se fondant avec ses épaisses moustaches, noires aussi, on lui voyait à peine la bouche. Ses noirs favoris touffus ne laissaient deviner qu'un bout d'oreille, grimpait vers la noire tignasse couronnant son crâne, sans oublier ses larges et noirs sourcils jetés comme des ponts l'un au devant de l'autre. Seul le dôme nu de son front allait se perdre dans la vaste plage chauve du sommet de sa tête. Toute la personne de ce vieillard respirait le savoir et la dignité. Il était solidement assis, les deux mains croisées sur son bâton, et son bâton planté de biais dans le plancher, dans l'attitude de la patience et de l'attente, et visiblement il n'adressait que de rares propos à Matryona, tout affairé derrière la cloison. Quand je parus, il laissa tourner vers moi sa tête majestueuse, et brusquement m'adressa la parole. « Monsieur, je vous vois mal, vous avez mon fils comme élève, Toanet Grigoriev. » Il aurait aussi bien pu ne pas poursuivre. Malgré tout mon désir d'aider ce digne vieillard, d'avance je connaissais et je rejetais tous les mots inutiles qu'il allait me dire. Toanet Grigoriev était un garçon rondouillard et rougeau de ma première 4, qui avait un air de matou repu un soir de crêpe. Il venait à l'école comme pour se reposer et souriait paresseusement de derrière son pupitre. Ne parlons pas des devoirs à la maison, il n'en faisait aucun. Mais le plus beau, c'est qu'au nom du pourcentage élevé de succès dont se glorifiaient les écoles de notre district, de notre département et des départements voisins, on l'avait d'année en année fait monter dans la classe supérieure. Et il avait clairement compris que, quelles que soient les menaces de ses maîtres, il passerait de toute façon à la fin de l'année sans se fatiguer. Il se moquait tout bonnement de nous. Élève de première, il ne savait pas poser une fraction, et ne distinguait pas un triangle rectangle d'un triangle isocèle. Gratifié de mes plus mauvaises notes aux 2 premiers trimestres, un même sort l'attendait au 3e. Et maintenant, comment dire à ce vieillard à demi aveugle, bon pour être le grand-père et non le père de Toanet, venu me faire cette visite humiliante, comment lui dire qu'année après année, l'école l'avait berné, mais que je me refusais, moi, à le berner plus longtemps, ou sinon toute ma classe serait par terre et je ne serais plus qu'un bonimenteur qui se fiche pas mal de son métier et de sa fonction. Je lui expliquai donc patiemment que son fils avait un retard considérable, qu'il mentait à l'école comme à la maison, qu'il fallait vérifier son cahier de texte beaucoup plus souvent et lui serrer la vis de son côté comme du mien. « Il en a déjà pas mal tiré, monsieur », assura le vieillard. « Je le bats à cette heure chaque semaine, et j'ai la main lourde. » Durant la conversation, je me souvins qu'une fois déjà Matryona elle-même avait intercédé en faveur de ce Toanet Grigoriev, mais je n'avais pas demandé quels étaient leurs liens de parenté. Et, déjà alors, j'avais refusé. Aujourd'hui encore, Matryona se figea à la porte de sa petite cuisine en muette quémandeuse. Et, lorsque Tadé Mironovitch m'eut quitté après avoir obtenu de revenir régulièrement aux nouvelles, je demandai « Éclairez-moi, Matryona Vassilievna, quelle est votre parenté avec ce Toanet ?»« Il est le fils de mon beau-frère, » répondit brièvement Matryona, et elle sortit traire sa chèvre. Un rapide calcul me permit d'établir que ce coriace vieillard noir comme un corbeau était le propre frère de son mari disparu sans nouvelles, et la longue soirée s'écoula. Matryona ne revint pas à notre conversation. Tard le soir pourtant, alors que le vieil homme m'était complètement sorti de la tête et que j'écrivais dans le silence de l'isba avec le bruissement des cafards et le tic-tac de la pendule pour toute compagnie, Matryona de son coin sombre dit soudain « J'ai bien failli l'épouser dans le temps, Ignatitch. Je l'avais oubliée elle aussi. Je ne l'entendais plus, mais la voix qui monta de l'ombre était aussi bouleversée que si ce vieillard n'avait cessé jusqu'à ce jour de la harceler. Manifestement, Matryona n'avait pensé qu'à cela toute la soirée. Elle se leva de son pauvre lit de loques et lentement s'avança vers moi, comme à la recherche de ses mots. Je me redressai sur ma chaise et pour la première fois je vis Matryona avec un regard tout à fait neuf. Il n'y avait point de lampe au plafond de notre grande pièce, tout envahie de sa forêt de ficus.
En revanche, de la lampe posée sur ma table tombait un cercle lumineux qui n'éclairait que mes cahiers. Quant au reste de la pièce, il baignait dans une lumière qui semblait à l'œil, lorsqu'il s'arrachait à cet îlot brillant, une pénombre nimbée de rose. Or, de cette pénombre surgissait maintenant Matryona, et ses joues, que j'avais toujours vues jaunes, me parurent roses elles aussi. Il s'est mis sur les rangs le premier, avant Eutyme. Il était le frère aîné. J'avais 19 ans, lui 23. Ils vivaient tous ici dans cette maison. La maison était à eux, construite par le père. Involontairement, je regardais autour de moi. La vieille maison grise et pourrissante émergea soudain devant moi, traversant les couches successives de ces papiers peints fanés sous lesquels galopaient les souris, avec ses rondins fraîchement rabotés que les années n'avaient pas encore noircis, et son odeur guillerette de goudron. Et vous l'avez... Que s'est-il donc passé? Cet été-là, le petit bois nous a vus souvent ensemble, poursuivit-elle à voix basse. Le petit bois qui était là, où maintenant se trouve l'écurie du kolkhoz. Il a été abattu. J'ai été à 2 doigts de me marier, Ignatitch. La guerre avec les Allemands a commencé. Thaddée a été mobilisé. Elle dit ces mots et devant moi surgit, bleu, blanc et jaune, juillet 1914. Le ciel de la paix encore, des nuages en cohorte et les campagnes devant l'effervescence des moissons. Je me les représentais côte à côte, lui, grand diable noir comme de la poix, la faux sur l'épaule, elle, les joues vermeilles, étreignant une gerbe, et les chants sous le ciel, de ces chants que le village avait depuis longtemps renoncé à chanter. Du reste, avec les machines, qui songerait à chanter? Il est parti et n'a plus donné signe de vie. 3 ans durant, j'ai attendu en ravalant ma peine. Rien, ni nouvelle, ni os à mettre en terre. Le rond visage noué d'un vieux fichu aux couleurs passées que Matryona tournait vers moi dans la lumière douce et indirecte de la lampe, libéré, semblait-il, de ses rides et de sa première parure de tous les jours, était celui effrayé d'une jeune fille face à un choix terrible. Oui, je comprenais. Les arbres avaient perdu leurs feuilles, la neige était tombée, puis elle avait fondu. Il avait fallu se remettre au labour, au semail, aux moissons. Les feuilles étaient tombées à nouveau, la neige avait réapparu. Il y avait eu une révolution suivie d'une autre révolution, et le monde avait basculé. Leur mère est morte, et Eutyme m'a proposé le mariage. « Tu voulais venir dans notre isba ?» qu'il disait. « Eh bien, viens-y. » Eutyme avait 1 an de moins que moi. Chez nous, on dit « Tête censée prendra mari passer l'intercession. Tête sans cervelle convolera à la Saint-Pierre. » Il manquait de bras. J'ai donné mon accord. À la Saint-Pierre, nos noces ont été célébrées. Et à la Saint-Nicolas, qui a-t-on vu revenir? Thaddée, libéré d'un camp de prisonniers en Hongrie. Matryona ferma les yeux. Je restais silencieux. Elle se tourna vers la porte comme si celle-ci était vivante. Il s'est immobilisé sur le seuil. J'ai poussé un grand cri. J'aurais voulu me jeter à ses pieds, mais c'était impossible. Sûr que si c'était pas mon propre frère, je vous éventrerais tous les deux, qu'il fait. Je tressaillis, et sous l'effet de son exaltation, ou peut-être de sa peur, je le vis, lui, distinctement tout noir, debout devant l'embrasure de la porte, sa hache levée sur Matryona. Mais elle reprit son calme, s'appuya au dossier de la chaise devant elle, et poursuivit son récit d'une voix chantante. « Oh là là, pauvre de moi! Les filles à marier ne manquaient pas au village. Non, il n'en voulait pas. Il m'avait dit « Je ne veux pas d'autre nom que le tien. Je veux une 2e Matryona. » Et ma foi, il s'en est déniché une à Lipovka. Ils se sont bâtis une maison à part, ils y vivent toujours. Tu passes devant chez eux chaque jour en allant à l'école. Ah, c'était donc ça. Je me rappelle maintenant l'avoir vue plus d'une fois, cette 2e Matryona. Je ne l'aimais pas. Elle venait toujours chez ma Matryona se plaindre que son mari la battait, qu'il était rapia, qu'il la faisait suer sang et eau, et elle pleurait longuement, et sa voix avait toujours des accents dolents. Ainsi donc, ma Matryona n'avait rien à regretter. Thaddée avait fait danser sa Matryona toute sa vie et la battait encore, et toute sa maisonnée vivait terrorisée. Lui, il ne m'a pas battu une seule petite fois, poursuivait Matryona, évoquant Eutyme. Dans la rue avec les autres, il n'était pas le dernier à jouer du poing, mais avec moi, jamais. Si, pourtant une fois, je m'étais querellé avec sa sœur et il m'a blessé au front avec sa cuillère. Je me suis levé d'un bond, puissiez-vous avaler de travers, puissiez-vous vous étrangler, espèce de feignant. Et je suis parti dans la forêt. Il ne m'a plus touché. Thaddée non plus n'avait rien à regretter, semble-t-il. Sa Matryona lui avait donné 6 enfants, parmi lesquels Montoinet le Benjamin, un petit après-coup. Et tous avaient vécu tandis que Matryona et Eutyme n'avaient pas pu garder un seul des leurs. Tous étaient morts inexplicablement avant l'âge de 3 mois. J'en ai eu une qui venait de naître, on la lavait, elle criait, et puis brusquement,
elle est passée. Comme ça, morte, on n'a point eu sa toilette à lui faire. Mes noces ont été célébrées à la Saint-Pierre. De même, mon sixième, Alexandre, c'est à la Saint-Pierre que je l'ai enterré. Et tout le village décida que Matryona était victime d'un sort. C'est un mauvais sort que j'ai. Si, affirmait encore aujourd'hui Matryona avec conviction, on m'a conduite à une femme, une ancienne nonne. Elle m'a provoqué une toux. Elle comptait que le sort allait me sortir du corps comme une grenouille. Mais non, il ne s'est rien produit. Et les années passèrent comme glisse l'eau. En 1941, Thaddée, qui n'y voyait plus, ne fut pas envoyé à la guerre, mais ce fut Euthyme qui partit. Et de même que son aîné pendant la première, le cadet fut porté disparu pendant la seconde. Seulement, lui, il ne revint pas. Naguère bruyante et maintenant déserte, la maison pourrissait et vieillissait, comme vieillissait entre ses murs Matryona esselée. Alors elle demanda à l'autre Matryona le chien battu, une parcelle de ses entrailles, à moins que ce ne fût une goutte de sang de Thaddée. Elle leur demanda leur petite dernière, Kira. Pendant 10 ans, elle l'éleva comme sa propre fille, à la place de ses propres enfants disparus. Et peu avant ma venue, elle l'avait mariée à un jeune mécanicien de Tcherousti. De ce seul côté désormais lui parvenaient quelques menus secours, un peu de sucre et, quand on tuait le cochon, un petit morceau de lard. Chargée de mots et pensant sa mort proche, Matryona avait fait savoir sa volonté. La charpente abritant la pièce d'apparat et disposée sous le même toit que l'Isba devait revenir après sa mort à Kira. De l'Isba proprement dite, elle ne souffla mot. Ses 3 sœurs, elles aussi, la guignaient, cette Isba. Ce soir-là, donc, Matryona se découvrit à moi tout entière. Et comme cela se produit souvent, les rouages et l'axe de sa vie, à peine devenus pour moi visibles, se mirent en mouvement dès les jours suivants. De Tcherousti arriva Kira, mettant le vieux Thaddée dans tous ses états. À Tcherousti, pour obtenir et conserver un terrain, il fallait que les jeunes mariés y fissent une construction. La charpente de Matryona était tout indiquée. Il n'y avait vraiment pas d'autre solution, introuvable comme était le bois. Et, plus que Kira et son mari, ce fut lui, le vieux Thaddée, qui s'enflamma tout de bon pour ce lopin de terre à Tcherousti. Alors, il nous fit visite 1 fois, 2 fois, parlant avec Matryona avec un ton sentencieux, l'enjoignant de faire un don à Kira de la charpente tout de suite, de son vivant. Cette fois-ci, il n'avait plus rien du vieux sage appuyé sur son bâton que la moindre bourrade, le moindre mot rude ferait s'effondrer. Toujours bien découplé, quoiqu'un tantinet ployé par les maux des reins, conservant la soixantaine passée tout l'éclair noir de la jeunesse dans ses cheveux, il menait son assaut avec feu. Durant 2 nuits, Matryona ne dormit pas. La décision était difficile. Non que Matryona eût regret de donner la pièce d'apparat qui ne servait à rien, elle qui jamais en règle générale n'était avare ni de sa peine ni de son bien. Du reste, de toute façon, cette pièce devait revenir à Kira. Mais Matryona redoutait de commencer à démolir un toit sous lequel elle avait vécu 40 ans. Même moi, le pensionnaire, cela me faisait peine de penser qu'on allait arracher les planches et démonter les rondins. Et pour Matryona, cela c'était la fin de toute sa vie. Mais ceux qui insistaient savaient bien que Matryona laisserait faire. Et, un matin de février, Thaddée vint avec ses fils et ses gendres, et la maison s'emplit des coups de leurs 5 haches qu'accompagnaient le glapissement et le grincement des planches arrachées. L'œil luisant, Thaddée menait la besogne. Quoiqu'il ne pût plus redresser tout à fait son dos, il fallait voir comme il grimpait partout, jusque sous les chevrons, et s'agitait quand il était en bas, criant après ses aides. Cette maison, il l'avait lui-même construite jadis tout gamin avec son père. Cette chambre d'apparat, il l'avait assemblée pour lui, le fils aîné, afin qu'il s'y installât après ses noces. Aussi, maintenant mettait-il une sorte de frénésie à la démolir pièce avec pièce, afin de l'emporter loin de cette maison qui n'était plus à lui. Chaque rangée de rondins et chaque planche du plafond numérotée, la charpente de la chambre fut entièrement démontée ainsi que son sous-sol. L'isba et son couloir maintenant raccourcis furent ensuite fermés par une cloison provisoire en planches. Les hommes laissèrent des fentes dans cette cloison, et tout montrait bien que les démolisseurs n'étaient point bâtisseurs, et qu'ils ne prévoyaient guère que Matryona ferait ici de vieux os. Tandis que les hommes maniaient la hache, les femmes s'activaient à fournir le torboyau pour le jour du transport. L'eau-de-vie de grain serait revenue beaucoup trop chère. Kira apporta de la région de Moscou 16 kilos de sucre. Matryona Vassilievna, à la faveur de la nuit, porta ce sucre avec ses bouteilles au bouilleur clandestin. Une fois les rondins sortis et empilés devant le portail, le mécanicien mari de Kira partit à Tcherousti chercher un tracteur. Mais ce jour même commença une tempête de neige, la hurle, comme disait Matryona. Elle tourbillonna et tournoya pendant 2 jours et 2 nuits, et recouvrit la route d'énormes congères.
Puis, la route à peine tassée après le passage d'un ou deux camions, brusquement le temps se radoucit. En un jour, la neige ne fut plus que de la soupe. Des brouillards humides se formèrent, des rigoles gazouillaient, échappés de la neige, et le pied dans la botte enfonçait jusqu'au haut de la cuisse. 2 semaines le tracteur dut attendre la charpente disloquée. 2 semaines pendant lesquelles Matryona erra comme une âme en peine. Ce qui la tourmentait principalement, c'était la visite de ses 3 sœurs qui l'avaient toutes 3 traitées de vieilles sottes pour avoir donné la charpente, et qui étaient parties en disant qu'elles ne voulaient plus la voir. Par-dessus le marché, le chat de Matryona choisit justement ces jours-là pour décamper et disparaître. Un malheur ne vient jamais seul, cela aussi lui fit un coup. Enfin, la route fondue regela en surface, et l'on se sentit revivre. Matryona fit cette nuit-là un rêve d'heureux présage. Le matin, elle apprit que je voulais photographier quelqu'un devant un vieux métier à tisser. Il restait encore de ces vieux métiers dans 2 isbas. On tissait avec de grossiers paillassons. Elle eut alors un petit sourire confus. « Attends donc une paire de jours, Ignatitch. Tantôt la charpente sera expédiée. J'ai un métier, à moi, en très bon état. Je le montrerai et tu pourras me prendre, foi de Matryona. » Visiblement, cela la tentait de retrouver une attitude du temps passé. Le rouge soleil d'hiver inondait de rose tendre la petite fenêtre du couloir maintenant raccourcie, et ce reflet réchauffait le visage de Matryona. Le visage est toujours clair pour ceux qui vivent en accord avec leur conscience. À la tombée de la nuit, revenant de l'école, j'aperçus du mouvement devant notre maison. Un grand traîneau neuf attaché à un tracteur attendait, déjà chargé de rondins, mais il en restait encore beaucoup à prendre de la famille du bonhomme Thaddée. Plus quelques voisins venus prêter main forte, achevaient d'assembler un 2e traîneau, fabriqué celui-là avec les moyens du bord. Tous travaillaient comme des forcenés avec l'acharnement qui s'empare de gens alléchés par un gros gain ou la perspective de bien manger et bien boire. On se criait après, on se querellait. La discussion portait sur les traîneaux. Fallait-il les emmener séparément ou ensemble? Un des fils de Thaddée, le boiteux, et le gendre mécanicien expliquaient que non, c'était impossible, le tracteur n'y arriverait pas. Le conducteur du tracteur, lui, un costaud à la trogne épaisse et plutôt matu vu, braillait qu'il n'avait pas besoin de conseils, que le chauffeur ici, c'était lui, et qu'il emmènerait les 2 traîneaux ensemble. Son calcul était clair. Selon l'accord conclu entre lui et le mécanicien, celui-ci le payait pour le transport de la charpente, et non pour les voyages. 2 voyages en une nuit, 25 km chaque fois, plus un trajet retour. Cela, il n'en était pas question. De plus, au matin, il devait avoir ramené le tracteur au garage d'où il l'avait sorti en cachette pour faire le travail au noir. Le vieux Thaddée grillait d'emmener ce jour même toute la charpente, et il fit signe aux siens de céder. Le 2e traîneau, le vite fait, fut accroché derrière le premier, le solide. Matryona courait au milieu des hommes, s'affairait, aidant à hisser les rondins sur le traîneau. Je m'aperçus alors qu'elle avait sur le dos ma vieille veste ouatée, qu'elle avait sali les manches en les frottant à la boue mêlée de glace des rondins, et je lui fis part de mon mécontentement. Cette veste, je la gardais en souvenir, elle m'avait réchauffé pendant les années d'épreuve. « Misère de misère !» dit-elle toute décontenancée. « En courant, je l'ai attrapée, sûr, et puis j'ai oublié qu'elle était à toi, Ignatitch. » Et elle l'ôta et la suspendit à sécher. Le chargement prit fin et tous ceux qui avaient travaillé, une dizaine d'hommes, défilèrent bruyamment devant ma table et plongèrent sous le rideau de la petite cuisine. De là parvint un bruit assourdi de verre, parfois teintait une bouteille. Les voix se faisaient plus bruyantes, les vantardises plus provocantes. Plus haut que tous les autres se vantait le conducteur du tracteur. L'odeur lourde de l'agneau se répandit jusqu'à moi, mais les visiteurs ne burent pas longtemps. L'obscurité invitait à se dépêcher. Ils réapparurent. Le conducteur du tracteur passa, arrogant, le visage dur. Allait à Tcherousti pour accompagner les traîneaux le gendre mécanicien, le fils boiteux de Thaddée, plus encore un neveu. Les autres rentrèrent chez eux. Thaddée avait aperçu quelqu'un et, travaillant activement de sa canne, il s'élança sur cette trace, pressé de discourir. Le boiteux s'arrêta près de ma table pour allumer une cigarette et, brusquement, se mit à parler, disant combien il aimait la tante Matryona et qu'il s'était marié récemment et qu'un fils venait de lui naître. À ce moment, on l'appela et il partit. Sous ma fenêtre rugit le tracteur. La dernière, Matryona, surgit précipitamment de derrière la cloison, hochant la tête avec inquiétude en direction des hommes qui venaient de sortir. Elle enfila sa veste ouatée, mit un fichu. À la porte, elle me dit « Il n'aurait pas mieux fait d'en louer 2. Un tracteur aurait faibli, l'autre aurait aidé. Et maintenant, à la grâce de Dieu !» Et elle partit en courant rejoindre les autres. Après la saoulerie, les discussions et les allées et venues, un grand silence se fit dans l'isba abandonnée qu'avait refroidi l'ouverture répétée de la porte. La nuit était tout à fait tombée. J'enfilai moi aussi ma veste ouatée et m'assis à ma table.
Dans le lointain, le tracteur s'était tu. 1 heure passa, puis une autre encore. Matryona ne revenait pas, mais je ne m'étonnais point. Après avoir accompagné des traîneaux, elle avait dû aller chez son ami Matcha. 1 heure passa encore, suivie d'une autre. D'épaisses ténèbres et surtout un silence singulièrement profond pesaient sur le village. Je ne pus sur le moment m'expliquer ce silence, dont j'appris la raison ensuite. De toute la soirée, pas un seul train n'était passé sur la voie à 2 kilomètres de nous. Ma radio se taisait, et je fus frappé par l'invraisemblable charivari que faisaient les souris, galopant, grattant et couinant sous les papiers peints, plus effrontément et plus bruyamment que jamais. Je me réveillai. Il était près d'1 heure, et Matryona n'était toujours pas rentrée. Soudain, j'entendis des éclats de voix du côté du village. Les voix étaient encore loin, mais brusquement, quelque chose me dit qu'on venait chez nous. Et effectivement, peu après, un coup bref résonna au portail. Une voix impérieuse, inconnue de moi, cria qu'on ouvrît. M'armant d'une lampe électrique, je sortis dans l'épaisse nuit. Tout le village dormait, les fenêtres étaient sombres et la neige qui, en 1 semaine avait fondu, était sombre elle aussi. Je poussai le taquet au bas du portillon et fis entrer les visiteurs, 4 hommes en uniforme qui se dirigèrent vers l'Isba. Je ne connais rien de plus désagréable que la venue bruyante, en pleine nuit, de personnages en uniforme. À la lumière, je distinguai toutefois que 2 d'entre eux étaient en uniforme de cheminots. Le plus vieux, un gros, demanda avec le même visage que le conducteur du tracteur. « Où est la propriétaire ?»« Je n'en sais rien. C'est de cette maison qu'est parti un tracteur avec des traîneaux ?»« Oui. Ils ont bu ici avant le départ ?» Tous 4 plissaient les yeux, scrutant la semi-obscurité de la pièce qu'éclairait la seule lampe sur ma table. « Mais qu'est-ce qu'il y a eu ? Répondez à ce qu'on vous demande. »« Mais ils sont partis ivres ? Ils ont bu ici ? Y avait-il eu mort d'homme ? Était-il interdit de transporter la charpente ? Ils me cuisinèrent bien longtemps. Une chose en tout cas était claire. Pour l'affaire de l'eau-de-vie, Matryona risquait d'écoper plusieurs années. Je reculai de quelques pas jusqu'au rideau, barrant ainsi l'accès de la cuisine. Ma foi, je n'ai pas remarqué, je n'ai rien vu. Effectivement, je n'avais rien vu, j'avais seulement entendu. Et, d'un geste faussement désemparé, je montrai l'Isba autour de nous. La paisible lumière éclairant mes livres et mes cahiers, la foule apeurée des ficus, mon austère couchette d'assette, aucune trace nulle part de débauche. C'est ce que eux-mêmes constatèrent avec dépit, et ils pivotèrent vers la sortie, disant entre eux que visiblement la beuverie avait eu lieu dans une autre Isba, mais qu'il serait bon d'ajouter qu'il y avait eu bel et bien une beuverie. En les raccompagnant, j'essayais d'en savoir plus long, et, au portillon, l'un des 2 me jeta. « Ils ont tous été écrabouillés, on retrouve plus rien. » Et l'autre ajouta. « C'est pas tout ça, ils auraient pu faire dérailler le rapide 21. » Et ils s'éloignèrent en hâte. Qui ils ? Qui tous ? Et Matryona, où était-elle ? Je retournai dans l'Isba, soulevai le rideau et pénétrai dans la petite cuisine. Une puanteur de gnôle me saisit aux narines. C'était figé dans l'immobilité. Un tohu-bohu de chaises et de bancs entassés, de bouteilles vides couchées, l'une inachevée, de verres, de restes de harengs, d'oignons et de lard grossièrement tailladés. Tout était mort, seuls les cafards sillonnaient paisiblement ce champ de bataille. Fébrilement, je me mis à tout ranger. Je rinçai les bouteilles, enfermai la nourriture, remis les chaises à leur place et je cachai le reste d'eau-de-vie dans un recoin sombre du sous-sol. Alors seulement, quand tout fut fait, je restai soudain planté comme une souche au milieu de l'Isba vide. Ils avaient dit quelque chose à propos du rapide 21. Ça signifiait quoi? Peut-être aurais-je dû tout leur montrer. Je commençais à être ébranlé. Mais aussi, quelle fichue façon de n'expliquer rien de rien. Et soudain, j'entendis grincer notre portillon. Je courus dans le couloir. « Matryona Vassilievna ?» Chancelante, Matcha, l'ami de Matryona, entra dans l'Isba. « Matryona, notre Matryona, Ignatitch !» Je la fis asseoir et mêlant son récit aux larmes, elle raconta. Au passage à niveau, il y a une butte. La montée est raide, il n'y a point de barrière. Le tracteur et le premier traîneau étaient bien passés, mais la corde s'était rompue et le deuxième traîneau, celui qu'ils avaient dû faire eux-mêmes, était resté bloqué à l'endroit du passage et avait commencé à partir en morceaux. Thaddée n'avait pas donné de bon bois pour le construire, ce deuxième traîneau. Ils avaient avancé un petit peu le premier traîneau, étaient revenus chercher le second. Il fallait attacher la corde, le conducteur du tracteur et le fils de Thaddée, le boiteux, étaient autour. Et qui était venu se fourrer là aussi, entre le tracteur et le traîneau? Matryona, comme si on avait besoin d'elle. Toujours il avait fallu qu'elle se mêlât de ce que faisaient les hommes. C'est comme son cheval jadis qui avait failli la flanquer dans le lac en plein hiver, là où il y a le trou pour l'eau. Pourquoi donc était-elle allée à ce passage à niveau de malheur?
Elle avait rendu la charpente. Son devoir, elle l'avait accompli. Elle était quitte. Le mécanicien était tout le temps resté à surveiller si un train n'arrivait pas de Tcherousti. Avec ses fanaux, on devait le voir de loin. Pendant ce temps, de l'autre côté, du côté de notre gare, 2 locomotives en tandem étaient arrivées, sans feu et en marche arrière. Pourquoi sans feu? Qui vous le dira? De plus, quand une locomotive roule en marche arrière, à cause du tender, le mécanicien reçoit plein de poussière de charbon dans les yeux, et y voit mal. Elles avaient tamponné, et il n'était plus resté qu'une bouillie des 3 qui se trouvaient entre le traîneau et le tracteur. Le tracteur était endommagé, le traîneau avait volé en éclats, les rails étaient soulevés et les 2 locomotives étaient couchées. Mais comment se fait-il qu'il n'ait pas entendu s'approcher les locomotives? Le tracteur avait son moteur qui hurlait. Et les corps? On ne peut pas approcher, ils ont mis un cordon de police. Et qu'est-ce que j'ai entendu à propos d'un rapide? Il y aurait eu quoi? C'est le rapide de 10 heures. Il a traversé notre gare sans s'arrêter et foncé vers le passage à niveau. Mais quand les locomotives ont versé, les 2 mécaniciens n'ont rien eu. Ils ont pu sauter, revenir en courant, faire des gestes avec leurs bras. Debout sur la voie, et ils ont réussi à arrêter le train. Le neveu aussi, il a été amoché par un rondin. À l'heure qu'il est, il se cache chez la Klavka, pour pas qu'on sache qu'il était au passage à niveau. Sinon, sûr qu'il sera témoin. Il pourra pas y couper. Si tu sais rien, t'auras la paix. Si t'en sais long, t'es ligoté. Le mari de Kira, lui, n'a pas une égratignure. Il voulait se pendre. On l'a retenu de justesse. C'est ma faute, qu'il disait. C'est ma faute si la tante et le beau-frère sont morts. En ce moment, il est allé lui-même pour se faire arrêter, mais il est bon plutôt pour la maison des fous. Ah, Matriona, Matrionouchka, morte, Matriona, tuer cet être si proche, et dire que le dernier jour, je lui avais fait des remontrances pour une veste. La fille jaune et rouge de l'affiche au livre souriait joyeusement. Matcha resta encore un peu à gémir, puis, se levant pour partir, elle demanda tout à coup. « Ignatitch, tu te rappelles, Matriona avait un tricot gris. Elle avait bien dit qu'après sa mort, il serait pour Matania, pas vrai ?» Et elle me regardait avec espoir dans la pénombre. Aurais-je oublié? Mais non, je me rappelais. Oui, elle l'avait dit, c'est vrai. Alors écoute, peut-être si tu permets, je m'en vais le prendre tout de suite. Au matin, la famille va débarquer, et après, je pourrai toujours attendre. Et de nouveau, elle me regardait, suppliante et pleine d'espoir. Elle, l'amie d'un demi-siècle, la seule qui aima sincèrement Matriona dans ce village. Sans doute fallait-il que ce soit ainsi. Bien sûr, prenez, acquiesçai-je. Elle ouvrit le petit coffre, prit le tricot, le fourra sous ses basques et partit. Les souris semblaient comme folles. Elles cavalcadaient frénétiquement sur les murs et les papiers peints verts, soulevés par leur dos, montaient et redescendaient en vagues presque visibles. Inutile que j'y aille, ils viendront bien eux-mêmes m'interroger. À l'aube m'attendait l'école. Il était plus de 2 heures du matin. Une seule solution, verrouiller la porte et se coucher. Verrouiller la porte puisque Matriona ne viendrait plus. Je me couchais et laissais la lumière. Les souris piaulaient, geignaient presque, et galopaient sans cesse. Ma tête fatiguée et divagante n'arrivait pas à secouer une angoisse involontaire, comme si Matriona invisible courait de ci, de là, disant adieu à sa maison. Et soudain, dans l'embrasure plus sombre de la porte d'entrée, sur le seuil, je me représentais Thaddée, jeune, noir, la hache levée. Si c'était pas mon propre frère, je vous éventrerais tous les 2. 40 ans durant, sa menace avait traîné dans un coin, comme une vieille cognée, et voilà qu'elle avait frappé. 3. Au petit jour, les femmes ramenèrent du passage à niveau, en luge, un sac sale jeté par-dessus, tout ce qu'il restait de Matriona. On enleva le sac pour faire la toilette mortuaire. Tout n'était que bouilli. Impossible de savoir où étaient les jambes, une moitié du tronc, le bras gauche. Une femme se signa et dit « Le Seigneur lui a laissé le bras droit. Elle pourra prier là-haut. » Puis, en un tour de main, toute l'armée des ficus, tant choyée par Matriona, que, s'éveillant une nuit dans la fumée, elle avait couru les coucher tous par terre, la fumée pourrait les faire crever. Avant de s'occuper de sauver la maison, les ficus donc furent sortis de l'isba. Les planches furent soigneusement balayées, les affiches oiseuses ôtées du mur, ma table repoussée, et vers les fenêtres, sous les icônes, on posa sur des tabourets un cercueil rudimentaire. Dans le cercueil était couchée Matriona. Un drap propre recouvrait son corps absent et mutilé. Sa tête était enveloppée d'un mouchoir blanc. Son visage, lui, resté intact, était tranquille et plus vivant que mort. Les gens du village entraient voir, restaient debout quelques minutes, et les femmes amenaient aussi les jeunes enfants pour regarder la morte.
et, si les pleurs funèbres commençaient, toutes les femmes, fussent-elles entrées par simple curiosité, toutes sans exception, depuis la porte et les murs, joignaient leur voix aux lamentations qu'elles semblaient accompagner en chœur. Les hommes restaient figés, sans un mot, comme au garde-à-vous, tête nue. En fait, c'était aux parents qu'il revenait de conduire le pleur funèbre. Je remarquais dans ces pleurs un ordre instauré de tout temps et froidement pensé. Celles dont la parenté était lointaine s'approchaient du cercueil pour un court moment. Et, une fois devant le cercueil, leurs pleurs s'élevaient, mais en demi-teinte. Celles qui estimaient que leur lien de parenté avec la défunte était plus étroit commençaient leur lamentation dès le seuil de l'isba. Et lorsqu'elles avaient atteint le cercueil, leurs pleurs se faisaient plus perçants, tandis qu'elles se penchaient tout contre le visage de la morte. Chaque pleureuse avait sa mélodie à elle, et exprimait des pensées et des sentiments qui lui étaient propres. J'appris alors que les pleurs funèbres ne sont point de simples pleurs, mais qu'ils constituent une sorte de stratégie. Les 3 sœurs de Matryona avaient accouru. Elles avaient pris possession de l'isba, de la chèvre, du poêle, fermé à clé son coffre, vidé la doublure de son manteau des 200 roubles destinés à son enterrement. Et, à chaque nouveau venu, elles démontraient avec force explication qu'elles seules étaient les proches de Matryona. Leur lamentation, quand elles se penchaient sur le cercueil, disait ceci. « Ah, nourrice, nourrice, ah, ma reine, tu es notre unique, et tu aurais dû vivre si paisiblement, et nous t'aurions toujours choyé. Mais ta chambre d'apparat t'a perdu, elle t'a tué, la maudite. Mais pourquoi l'as-tu démontée? Mais pourquoi ne nous as-tu pas écoutés ?» Ainsi les pleurs des sœurs étaient-ils des pleurs accusateurs à l'adresse de la famille du mari de Matryona. Il ne fallait pas obliger Matryona à démonter sa chambre d'apparat. Et, en sous-main, il voulait dire « La chambre, c'est bon, vous l'avez prise, mais l'isba, vous ne l'aurez pas. » La famille du mari de Matryona, ses belles-sœurs, les sœurs de Tim et de Thaddée, plus diverses nièces venant gémir à leur tour, disaient « Ah, notre bonne tante, pourquoi en es-tu arrivée là? Et maintenant, elles vont certainement nous en vouloir. Tu es notre chère parente, et tout est de ta faute, et la chambre n'y est pour rien. Et pourquoi donc es-tu allée où la morte guettait? Personne ne t'y avait conviée, et tu es morte sans t'y attendre. Et pourquoi tu ne nous as pas obéi? » Et de toutes ces lamentations se dégageait avec force cette réponse. « Nous ne sommes pas responsables de sa mort, et pour ce qui est de l'isba, nous en reparlerons. » Mais la grossière 2e Matryona, à la figure large, cette Matryona de rechange qu'avait jadis choisi Thaddée pour son seul prénom, s'écartait, elle, de la stratégie commune, et, sans la moindre malice, clamait de toutes ses forces au-dessus du cercueil. « Toi, ma bonne chère sœur, ce n'est pas possible, tu ne m'en veux pas? Aïe de moi, on parlait à deux si souvent. Pardonne-moi, malheureuse que je suis. Aïe de moi, tu es partie rejoindre ta mère. Et probable que tu viendras me chercher. Aïe, aïe de moi !» En disant cette « aïe de moi », elle semblait exhaler tout ce qui lui restait de souffle et elle se frappait frénétiquement la poitrine contre la paroi du cercueil. Et quand ses pleurs dépassaient les normes rituelles, les femmes faisaient mine d'admettre que ses pleurs étaient une pleine réussite, disaient toutes d'une seule voix. « Laisse, laisse !» Matryona laissait la morte, mais ensuite elle revenait et sanglotait de plus belle. Alors, d'un coin de la pièce, surgit une vieille, très vieille femme, et posant sa main sur l'épaule de Matryona, elle dit avec sérénité « Il y a dans ce monde 2 énigmes. Comment on est né, on l'a oublié. Comment on mourra, on ne le sait pas. » Et Matryona se tut sur le champ, et toutes les femmes avec elle jusqu'au silence total. Mais alors cette vieille, qui était beaucoup plus vieille que toutes les vieilles ici présentes, et vraisemblablement même totalement étrangère à Matryona, passé quelques instants, reprit elle-même les pleurs funèbres. « Ô toi, ma pauvrette! Ô toi, ma Vassilievna! Oh, j'en ai assez de vous enterrer !» Complètement en dehors cette fois de tout rituel, mais avec de simples larmes de notre siècle, qui en a beaucoup vu couler, sanglotait l'infortunée pupille de Matryona, cette Kira de Tcherousti, pour laquelle avait été démontée et transportée la fameuse chambre. Ses bouclettes en désordre faisaient peine à voir, ses yeux rougis semblaient injectés de sang. Son fichu glissait de sa tête, dans le froid. Elle ne le remarquait pas, ou bien alors elle oubliait d'enfiler une manche de son manteau. Hébétée, elle errait du cercueil de sa mère adoptive dans une maison au cercueil de son frère dans l'autre, et on craignait pour sa raison à cause d'autre chose encore. Son mari allait devoir passer en jugement.
Il se trouvait que le mari de Kira était doublement coupable. Non seulement il transportait une charpente de chambre, mais de plus, étant lui-même employé des chemins de fer et connaissant la réglementation des passages à niveau, non gardés, il aurait dû aller à la gare prévenir du passage du tracteur. Cette nuit-là, dans l'express de l'Oural, 1000 vies humaines paisiblement assoupies sur des couchettes supérieures et inférieures à la demi-lumière de veilleuse auraient pu être brusquement interrompues, à cause de la cupidité de quelques-uns pressés de s'emparer d'un lopin de terre ou soucieux de ne pas faire le second trajet à un tracteur, à cause d'une chambre d'apparat marquée par la malédiction depuis l'instant où les mains de Thaddée s'étaient acharnées à l'abattre. Du reste, le conducteur du tracteur échappait désormais à la justice humaine. Quant à l'administration ferroviaire, elle était coupable sur 2 points. Un passage à niveau très fréquenté n'était pas gardé. Un convoi de 2 locomotives roulait sans fanaux. C'est bien pour cela qu'ils avaient d'abord tenté de tout faire retomber sur la saoulerie, et qu'à présent ils essayaient d'étouffer le procès. Les rails et la voie étaient tellement tendus et enchevêtrés que pendant les 3 jours où les cercueils restèrent dans les maisons, les trains ne passèrent pas. Ils étaient détournés par une autre ligne. Tout le vendredi, tout le samedi et tout le dimanche, depuis la fin de l'enquête et jusqu'à l'enterrement, de jour comme de nuit, on répara la voie au passage à niveau. Les ouvriers grelottaient, alors pour se réchauffer et aussi pour s'éclairer, la nuit, ils s'allumaient des feux avec les planches et les rondins épars qui provenaient du 2e traîneau. Le premier traîneau, lui, chargé intact, attendait toujours de l'autre côté de la voie, à 2 pas. Et cela, précisément, ce traîneau excitant la convoitise qui attendait avec sa corde prête, et ce 2e traîneau qu'on pouvait encore arracher aux flammes, cette idée-là tortura Thaddée, tout le vendredi et tout le samedi. La maison de sa fille était ébranlée, son gendre était menacé de procès. Dans sa propre maison gisait le fils qu'il avait tué, et quelques maisons plus loin, la femme qu'il avait tuée, après l'avoir jadis aimée. Mais Thaddée ne resta que peu de temps debout devant les cercueils, la main étreignant sa barbe. Son haut front était alourdi d'une sombre pensée. Et cette pensée n'était autre que le souci de sauver les rondins à la fois du feu et des intrigues des sœurs de Matryona. Passant en revue le petit monde de Talnovo, je me rendis compte que Thaddée n'était pas le seul de son espèce. Que ce que nous possédons, la langue bizarrement l'appelle, qu'il soit propriété du peuple ou la mienne propre, notre bien, et que le perdre, ce bien, est tenu pour déshonorant et stupide vis-à-vis des autres. Thaddée, sans prendre le temps de souffler, se mit en campagne, courant du bourg à la petite gare d'un représentant de l'autorité à un autre, et, courbé sur son bâton, avec son dos cassé, il supplia chacun de bien vouloir prendre en considération son grand âge et de donner l'autorisation qu'on lui rendît la charpente. Et quelqu'un la donna, cette autorisation. Et Thaddée rassembla ses fils encore vivants, ses gendres et ses neveux, se procura des chevaux au kolkhoz, et depuis l'autre versant du passage à niveau, défoncé, il fit un grand détour, qui le conduisit à travers 3 villages pour ramener chez lui ce qu'il restait de la charpente. La nuit du samedi au dimanche, il avait terminé. Et le dimanche après-midi, ce fut l'enterrement. Les 2 cercueils se rencontrèrent au milieu du village, et les familles se chamaillèrent pour savoir lequel serait en tête. Ensuite, on les mit sur un même traîneau, côte à côte, la tante et le neveu, et sur la route gelée de février, refondue en surface, qu'encadrait un ciel bas, on conduisit les défunts au cimetière de l'église, à 2 villages de là. Le temps était venteux, peu engageant. Le prêtre et le diacre attendaient dans l'église, ils n'étaient pas venus au devant du cortège. Jusqu'à la sortie du village, les gens suivirent lentement en chantant en chœur. Ensuite, ils s'égrenèrent. Tard encore dans la soirée du samedi, le grand branle-bas n'avait pas pris fin dans notre isba. Une vieille nasillait des psaumes près du cercueil. Les sœurs de Matryona, la fourche à peau à la main, s'activaient autour du poêle. De sa gueule irradiaient des bouffées d'un air brûlant provenant des blocs de tourbe chauffés au rouge. Ces mêmes blocs de tourbe que Matryona rapportait sur son dos du lointain marais. Il s'agissait, avec une mauvaise farine, de faire de méchants pâtés. Le dimanche, au retour de l'enterrement, la nuit était déjà quasiment tombée. On s'assembla pour le repas à la mémoire de la défunte. Les tables mises bout à bout pour n'en former qu'une longue s'étiraient jusqu'à l'endroit où le matin se trouvait le cercueil. D'abord, toute l'assemblée se tint debout autour de la table, et un vieillard, le mari de la belle-sœur de Matryona, récita le Notre Père. Puis, chacun reçut dans une jatte un petit fond d'eau de miel. Ce breuvage, nous l'avalâmes à la cuillère pour le repos de l'âme de la morte, sans rien avec. Puis on mangea et on but de la vodka, et les conversations devinrent plus animées. Avant la gelée parfumée aux fruits, tout le monde se leva et on chanta Mémoire éternelle. Ça se chantait comme cela et pas autrement, m'expliqua-t-on.
obligatoirement avant la gelée. On reprit de la vodka. Chacun parlait de plus en plus fort, et il n'était plus question de Matryona. Le mari de la belle-sœur faisait l'avantageux. Avez-vous remarqué, orthodoxe, qu'ils ont officié lentement aujourd'hui? C'est parce que le père Michel m'avait vu. Il sait que je connais le service. Sinon, avec l'aide des saints, en un tournement, et c'est envoyé. Enfin le souper s'acheva. À nouveau on se mit debout et on chanta. Il est digne, Seigneur. Et de nouveau 3 fois répété. Mémoire éternelle, mémoire éternelle, mémoire éternelle. Mais les voix étaient éraillées, discordantes, les figures avinées et plus personne ne sentait réellement ce qu'il disait. Puis le gros des invités se dispersa. Restèrent les intimes, on sortit des cigarettes, des plaisanteries résonnèrent, des rires. Le mari disparu de Matryona vint sur le tapis et le vieux vantard de tout à l'heure, en se frappant la poitrine, nous fit, à moi et au mari d'une sœur de Matryona, cordonnier de son métier, de grands raisonnements. Il est mort et bien mort le Tim, ou sinon pourquoi qu'il serait parvenu. Même si j'avais su qu'au pays on s'apprêtait à me pendre, ça m'aurait pas empêché de revenir. Ça, non. Le cordonnier opinait du bonnet. Il était déserteur et ne l'avait pas quitté un instant le pays. Toute la guerre, il était resté caché dans le sous-sol de l'isba maternelle. Haut sur le poêle était assise la vieille, taciturne et sévère, plus vieille que Mathusalem, que j'avais remarqué la veille, et qui restait là pour la nuit. De son perchoir, elle abaissait un regard muet et réprobateur sur cette jeunesse de 50 et 60 ans à l'excitation malséante. Seule la malheureuse pupille de Matryona, qui avait grandi entre ces murs, réfugiée derrière la cloison, fut la seule à pleurer. Thaddée ne se montra pas au repas commémoratif, peut-être parce qu'il était à celui de son fils, mais les jours qui suivirent, il vint par 2 fois, l'air mauvais, parlementer avec les sœurs de Matryona et le cordonnier déserteur. La discussion portait sur l'isba. À qui revenait-elle? À la sœur ou à la pupille? Déjà, il n'y avait plus d'autre moyen de s'en sortir que d'écrire au tribunal, mais vu que le tribunal ne donnerait l'isba ni aux uns ni aux autres, mais l'attribuerait au soviet du bourg, on préféra se mettre d'accord. Affaire conclue, une des sœurs prendrait la chèvre, le cordonnier et sa femme l'isba, et Thaddée recevrait en paiement de sa part, lui qui avait ici mignoté de ses propres mains le moindre petit rondin, la charpente déjà récupérée. On lui céderait par-dessus le marché le hangar où vivait la chèvre et tout le bout de la palissade qui séparait la cour du potager. Alors, surmontant maladie et douleur, on vit renaître et rajeunir l'insatiable vieil homme. De nouveau, il rassembla ses fils encore en vie, et ses gendres. Ils démontèrent le hangar et la palissade, et c'est lui qui fit, en luge, le transport des rondins interminablement. Et il ne resta plus à la fin pour l'aider que son Toinet, de ma première 4, lequel, pour le coup, ne rechignait pas. L'isba de Matryona fut fermée jusqu'au printemps, et je me transportai chez l'une de ses belles-sœurs, à quelques pas de là. Cette belle-sœur, par la suite, eut à plusieurs reprises l'occasion d'évoquer Matryona, et elle me donna, en quelque sorte, de la morte un nouvel éclairage. Eutyme ne l'aimait pas. Il disait « j'aime m'habiller comme il faut », et elle s'en fiche. Elle est toujours mise comme à la campagne. Et une fois, on était venus en ville, lui et moi, pour se louer. Eh bien, il a pris une maîtresse. Il voulait même plus revenir avec Matryona. Tous ses jugements étaient défavorables. Matryona était sale, elle n'avait pas la fierté de sa maison. Elle n'était pas assez regardante et elle n'avait pas de cochon. Elle n'aimait point les élever, savoir pourquoi. Et puis, la sotte, elle aidait les autres gratis. À noter que justement nous avions évoqué Matryona parce qu'on ne trouvait plus personne pour venir tirer la charrue au potager. Et même de la bonté, de la simplicité de Matryona, qualité que sa belle-sœur lui accordait volontiers, elle ne parlait qu'avec une commisération méprisante. Et alors seulement, surgit de ces jugements défavorables, portés par sa belle-sœur, apparut devant moi l'image de Matryona, telle que je ne l'avais pas comprise moi-même, moi qui vivais à ses côtés. Effectivement, quelle est l'isba qui n'a pas son cochon? Mais elle, non. Quoi de plus simple que d'élever un animal vorace qui n'aime rien au monde que manger, 3 fois par jour, lui faire sa pâtée, vivre pour lui et ensuite le saigner, et avoir du lard. Or, elle n'en avait pas. Elle n'avait pas la fierté de sa maison. Elle ne s'échinait pas à acquérir des biens matériels, puis les soigner plus que sa propre vie. Elle ne courait pas après les atours, après l'habit qui part les monstres et les gredins. Incomprise de son mari et même abandonnée par lui, ayant mis en terre 6 enfants sans pour autant enterrer son affabilité, étrangère à ses sœurs et à ses belles-sœurs, ridicule, travaillant en sotte qu'elle était, gratis pour autrui, elle n'avait rien amassé pour l'heure de sa mort. Une chèvre d'un blanc pisseux, un chat éclopé,
Deficus. Tous nous avions vécu auprès d'elle sans comprendre quel était le juste du proverbe sans lequel il n'est village qui tienne, ni ville, ni notre terre entière. 1959.